علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن الزهراوي. Abul Qasim Khalaf ibn Abbas, plus connu sous le nom de Zahrawi, est né vers 936. C'est l'année du début de la construction de Madinat al-Zahra, la ville dont il porte le nom, et qui est située à quelques kilomètres de Cordoue. Devenu calife, Abd-ar-Rahman III avait considéré qu'il fallait rompre avec la première phase de son règne en édifiant une capitale digne du califat et qui avait l'avantage d'être à l'écart de l'agitation politique de Cordoue. C'est probablement dans cette nouvelle ville que notre futur homme de science a grandi et qu'il a acquis sa première formation avant de commencer ses études de médecine. Al-Zahrawi a vécu sous le règne de 3 califes omeyyades. Abd-ar-Rahman III que je viens d'évoquer, son fils Al-Hakam II et son petit-fils Hisham II. Ces 3 dirigeants ont gouverné un pays pacifié et stable sur le plan politique et prospère sur le plan économique. À ces facteurs importants, il faudrait ajouter la compétition sur le plan du mécénat qui a opposé ces 3 dirigeants au calife fatimide du Maghreb. Compétition toute pacifique qui semble avoir eu des effets très positifs sur les activités culturelles et scientifiques dans les 2 régions de l'Occident musulman. Au cours du dernier tiers du IXe siècle et tout au long du Xe, les activités d'enseignement et de recherche dans différents domaines ont connu une plus grande impulsion grâce à la dynamique observée sous le règne d'Al-Hakam Ier et grâce aussi au mécénat des 2 premiers califes. Pour cette période, on a recensé pas moins d'une quarantaine d'astronomes et de mathématiciens importants, dont malheureusement presque toutes leurs publications sont perdues. En médecine, une quinzaine de noms sont signalés par les bibliographes, la plupart ayant été des praticiens qui n'ont pas laissé d'œuvres écrites. Mais revenons à Zahrawi. S'il a réellement vécu dans la nouvelle capitale, où devait séjourner l'élite du pouvoir, il a pu bénéficier de ses établissements d'enseignement, des cours de grands professeurs et des richesses des bibliothèques qui s'y trouvaient, en particulier celle d'Al-Hakam II, qui était alimentée régulièrement par toutes sortes d'ouvrages importés d'Orient. Même si les sources qui nous sont parvenues ne nous disent rien sur sa formation, on peut supposer raisonnablement, au vu de ses origines et de la carrière qu'il aura par la suite, qu'il a eu une excellente formation en langue arabe, puis disciplines scientifiques comme la chimie, les mathématiques et surtout la médecine. Mais c'est la médecine qui sera son domaine de spécialisation. Pour se former, il a sûrement suivi les cours de médecins de Cordoue, mais leurs noms ne nous sont pas parvenus, et lui-même n'en parle pas. Il a également étudié les ouvrages les plus importants de la discipline, qui avaient été traduits du grec au IXe siècle, en particulier ceux de Galien, ainsi que les ouvrages des grands médecins d'Orient comme Hunayn ibn Ishaq et Abu Bakr al-Razi, ou ceux de Kérouan comme Ishaq ibn Imran et Ibn al-Jazar. À la fin de ses études, Al-Zahrawi ouvre un cabinet médical chez lui et il se met à soigner les malades. On sait aussi qu'il a donné des cours, puisque les noms de 2 de ses étudiants nous sont parvenus. Mais il ne semble pas avoir exercé son métier dans un centre de soins, comme cela se faisait dans les grandes métropoles d'Orient à la même époque. Nous ne savons donc pas dans quelle structure il a appris la chirurgie, le domaine dans lequel il a véritablement excellé. Parallèlement à ses consultations et à ses interventions chirurgicales, Zahrawi devait lire beaucoup et écrire sur les différents sujets de sa pratique quotidienne comme médecin. Mais les sources andalouses connues ne signalent aucun ouvrage rédigé par lui avant l'âge de 50 ans. C'est en effet vers 986 qu'il publie une véritable encyclopédie médicale qui regroupe, sous forme de chapitres volumineux, qui sont en fait des livres indépendants, l'ensemble de ses connaissances et des résultats de son expérience.
Son titre est « Le livre de la pratique pour celui qui ignore l'art de la composition ». À ma connaissance, il n'a pas publié d'autres livres après 1986. Mais il a poursuivi ses activités de médecin et de chirurgien jusqu'à sa mort, que l'on situe généralement après 1009. Comme la renommée de Zahraoui est étroitement liée au succès de son encyclopédie, il est utile d'en connaître le contenu, même dans les grandes lignes. L'ouvrage est constitué de 30 livres. Il concerne 3 grands domaines de la médecine. Le premier est une présentation du savoir médical, tel qu'il est exposé dans les traités de ses prédécesseurs de la tradition grecque et de ceux des médecins de Bagdad et de Kairouan, auxquels il a ajouté les résultats de sa propre expérience. On y trouve en particulier des exposés sur l'anatomie, la physiologie et les maladies. Le second domaine est consacré aux différentes parties de la pharmacopée. Description des médicaments simples, exposé des procédés de fabrication des médicaments composés à partir d'ingrédients d'origine minérale, végétale ou animale, préparation de cosmétiques, éléments de diététique, psychothérapie même, etc., etc. La troisième et dernière partie est consacrée exclusivement à la chirurgie et elle correspond au 30e livre. C'est la partie la plus originale de l'ouvrage de Zahraoui, dans la mesure où son contenu est le fruit de sa longue expérience dans ce domaine. On y découvre la description d'un certain nombre d'opérations qui n'avaient pas été pratiquées avant lui et de nombreux instruments, 150 au total, dont une grande partie a été conçue par lui. Comme exemple d'instruments nouveaux, il y a celui pour l'examen des oreilles, celui qui permet d'inspecter la partie interne de l'urètre, et celui qui sert à extraire les corps étrangers qui se sont introduits dans la gorge. Il a également conçu des lames pointues, des spéculums et des crochets pour des opérations sur l'œil. Il a enfin donné des descriptions précises pour la fabrication et l'utilisation de sondes, de couteaux et de ciseaux chirurgicaux, de scalpels et de crochets de différentes formes et conceptions. Dans le domaine dentaire, il a utilisé de nouveaux instruments, comme le grattoir à long manche cannelé pour le détartrage des dents. Il a également réalisé des opérations originales. Extraction des racines des dents et des fragments d'os maxillaires, excision des excroissances charnues des gencives, consolidation des dents branlantes au moyen de fils d'or, sciage des dents trop longues, traitement des dents qui se chevauchent, et même implantation de dents artificielles. Après la mort d'Azahraoui, son encyclopédie a circulé dans l'espace musulman, d'abord en Andalous et au Maghreb, puis en Orient, comme le confirme la présence de copies complètes ou partielles dans différentes bibliothèques. En Europe, quelques parties de l'ouvrage ont circulé et ont bénéficié de traductions dans différentes langues. Une en latin, une en occident, et pas moins de 3 versions en hébreu, avec, comme nom d'auteur, non pas Zahraoui, mais Aboul Qasis ou Al-Boukassi, 2 déformations de son prénom, Aboul Qasim. Parmi les chapitres traduits, il y a celui intitulé « La théorie et la pratique médicale ». Il y a aussi le traité des médicaments, consacré au procédé de fabrication des médicaments simples et composés. Mais c'est le 30e chapitre, ou livre, celui de la chirurgie, qui a fait la célébrité d'Az-Zahraoui au-delà des Pyrénées. Dès le XIIIe siècle, il devient la référence de base des premiers chirurgiens italiens et français, comme Roger de Parme, Guillaume de Salicet, et surtout Guy de Chauliac, le grand médecin de Montpellier. Dans son traité intitulé La Grande Chirurgie, ce dernier cite plus de 200 fois le livre de Zahraoui. Le succès des chapitres sur la pharmacopée et sur la chirurgie, que je viens d'évoquer, s'est maintenu en Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au cours du XVIe siècle, une nouvelle traduction du traité des médicaments est réalisée et imprimée à Augsbourg, et de nouvelles éditions latines voient le jour à Venise, à Bâle et à Strasbourg. Je conclurai cette brève présentation de l'œuvre du médecin de Cordoue par un hommage de Lanfranc, un grand chirurgien italien du XIIIe siècle, qui n'a pas hésité à écrire ceci: « Nous,
nous considérons qu'Al-Zahraoui a sa place aux côtés d'Hippocrate et de Galien, et il constitue, avec eux, ce qui ressemble à une trinité scientifique. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.